année 2022 à toi. Bonjour Thomas, bonne année 2022 à toi. Bonjour Denis, bonne année. 2021 est une année de 365 jours qui s'est écoulée entre l'année 2020 et l'année 2022. Elle est particulièrement marquée par le retour des bars et des restaurants, du groupe ABBA, de Thomas Pesquet sur Terre et des talibans en Afghanistan. C'est aussi l'année de l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump, du blocage du canal de Suez par un très gros bateau, des JO 2020 de Tokyo et de la mort de 50% des frères Bogdanov. Si on estime qu'en moyenne, un corps enterré met 8 à 10 ans pour se décomposer entièrement, notre société va faire face à une nouvelle problématique jamais vue dans l'histoire. On bouffe des conservateurs, mais genre beaucoup de conservateurs. On a observé que le processus de décomposition des corps, il est en train de devenir de plus en plus long. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, en Allemagne, un tiers des corps enterrés il y a 40 ans ne seraient toujours pas décomposés. Ce qui crée d'ailleurs au passage pas mal de problèmes au sujet de la surpopulation des cimetières, mais ça c'est un autre débat. Le recyclage, c'est bien, mais ça reste en partie un mirage. Pourquoi donc ? Parce que la recyclabilité des choses n'est souvent que théorique. Le métal, le plastique et le vernis qui composent nos canettes par exemple ne sont jamais entièrement récupérés. Et puis de façon générale, les matières qu'on recycle perdent en qualité et vieillissent à chaque itération. Les marques et enseignes qui affichent fièrement que leurs emballages sont 100% recyclables, c'est du bullshit. Croyez-le ou non, mais la question du nucléaire comme énergie verte ou pas est un des débats principaux de l'Europe, voire même des présidentielles françaises de maintenant. Pour vraiment simplifier le problème, pour les plus jeunes d'entre vous, le nucléaire c'est d'un côté une source d'énergie efficace, voire très efficace, qui émet très peu de CO2, c'est vrai, mais de l'autre côté c'est une énergie non renouvelable et on a encore des difficultés à traiter les déchets radioactifs produits, sans parler des millions de mètres cubes d'eau nécessaires au refroidissement d'un réacteur. Tu veux voir le mix énergétique mondial? Ça, c'est le pétrole. Ça, c'est le charbon, Le gaz, l'hydraulique le solaire, l'éolien et la biomasse. et le nucléaire. Et on te fait croire que ça va remplacer tout ça. Si on s'engage dans une sortie du nucléaire aujourd'hui, je ne vois a priori que 3 possibilités. Soit se préparer à vivre avec des coupures électriques permanentes, et je doute que beaucoup d'électeurs seraient prêts à voter pour cela. Soit un retour précipité au charbon, en mode oh bah mince alors, on l'avait pas vu venir. Soit tout miser sur des technologies qui n'existent pas encore ou ne sont pas encore opérationnelles. Et donc, prendre un très gros risque. Ce qui reviendra un peu à faire de l'écologie en mode Elon Musk, à grands coups de hype technologique. Ou alors, on pourrait attendre que ces nouvelles technologies soient réellement opérationnelles avant de s'engager dans une sortie du nucléaire. Premièrement, les conversions d'énergie, c'est pas si simple, et souvent c'est plus efficace de ne pas avoir d'intermédiaire. Engraisser un humain pour récupérer son gras, pas top. Deuxièmement, prenez vos calculatrices. Entre une source d'énergie miracle et la réalité de nos besoins, souvent le problème c'est les ordres de grandeur. Et troisièmement, tout n'est pas que technique. Pour faire un changement, c'est tout un réseau, tout un écosystème qu'il faut changer. Et ça, c'est dur. Et c'est long. C'est ça les NFT, ça va amener à Internet le fait que tout objet numérique puisse être unique et donc potentiellement rare et donc monnayable, achetable, vendable, possédable et voilà. Enfin je sais pas ce qu'il faut de plus pour vous convaincre en fait. L'intégration de NFT dans les jeux vidéo ne me semble pas avoir d'autres objectifs que d'être une démarche intéressée. Pas de révolution de game design, pas de révolution du gameplay, seulement une ouverture sur une autre manière de se faire de l'argent, parfois beaucoup d'argent, en spéculant sur des valeurs, tout en rassurant les actionnaires, en s'ouvrant à des termes et des méthodes jugées à la mode pour le moment. On vend alors de manière très enthousiaste une révolution du jeu vidéo qui intéresse tout le monde, des promesses à tout va, sur un potentiel même pas encore démontré, pour cacher au fond une envie très prosaïque de faire du blé. On est arrivé un peu au bout de l'humanité, je pense. Ah putain, et je pense qu'il y a un chemin de ouf encore à parcourir. Hein. Ah ouais? Quand tu vois ça, je me dis, ils vont trouver encore des trucs plus débiles. Je vois pas pourquoi vous voulez acheter ça.
Bah, enfin, je sais pas, c'est évident, enfin, c'est essentiel pour l'avenir. Enfin, vous, justement, qui êtes spécialiste de l'avenir, vous devrez le savoir, non? Oui, moi je vois une guerre, moi. Pardon? La Russie a commencé à envahir l'Ukraine jeudi dernier, alors que peu de gens pensaient qu'il le ferait. Les Ukrainiens résistent, mais ils sont clairement en infériorité numérique et militaire, et leur défaite est probable. Les gars, arrêtez! Vous êtes plus sérieux? Vous êtes les esclaves d'un système où les gens se voient sans se regarder, s'entendent sans s'écouter. Il n'y a que la guerre et le conflit. Toujours la guerre. Est-ce qu'on pourrait pas arrêter 5 minutes de se battre? Wow, Takemichi, ce que tu viens de dire, c'est tellement chiant, j'en ai oublié pourquoi on s'engueulait. J'avoue. Entre nous, est-ce que quelqu'un croyait vraiment que Macron allait empêcher Poutine d'attaquer l'Ukraine? Il arrive déjà pas à négocier avec Laurent Berger et Philippe Martinez. Comment est-ce que tu veux qu'il effraie un mec qui chasse des ours torse nu? À l'école, on nous a appris que la dissuasion nucléaire empêchait la guerre, mais avec Poutine, ça change un peu la donne. Parce que maintenant, on se rend compte que quand un pays se fait attaquer, ça nous dissuade surtout de le défendre. En réaction, les pays occidentaux ont condamné cette attaque. L'OTAN, l'alliance militaire occidentale, a décidé de ne pas intervenir militairement pour soutenir les Ukrainiens. Les pays occidentaux ont en revanche mis en place une série de sanctions économiques et ont décidé d'envoyer des armes à l'Ukraine. Suite à quoi, Vladimir Poutine a annoncé officiellement mettre en alerte la force de dissuasion de l'armée russe qui peut comprendre une composante nucléaire. Les propagandes russes semblent par ailleurs abondamment et efficacement diffusées sur les autres réseaux sociaux, en particulier TikTok et Telegram. Et si le PDG de Telegram a un instant songé modérer certains flux Telegram, il a vite fait marche arrière. Face à ce chaos informationnel, la Commission européenne a finalement riposté et s'est attaquée frontalement à l'infoguerre des autorités russes en bannissant les dangereux médias étatiques Sputnik et Russia Today de l'Union européenne. On s'attaque à l'équilibre commercial, à la finance, au secteur de l'énergie, au secteur aérien. Ce sont des mesures vraiment importantes. Et si on s'arrête 2 secondes et qu'on retourne en arrière, ce sont des mesures qu'on nous a souvent présentées comme impossibles à mettre en place. Pourtant, nous avons été capables de les appliquer à l'échelle internationale en quelques jours, car nous nous sentons menacés. Mais bonne nouvelle! Le problème de la semaine va régler tous les autres problèmes. Bientôt, il n'y aura plus de Russes, plus d'EHPAD et plus de Covid, puisque grâce au changement climatique, il n'y aura plus personne. Le nouveau rapport du GIEC est sorti hier et le programme est réjouissant. Pénurie d'eau, famine, choléra, Éric Zemmour va être ravi, lui qui regrette la France du Moyen-Âge, on va y revenir dans pas très longtemps. Nous avons encore le choix. Notre avenir est entre nos mains, mais plus pour très longtemps. Le changement climatique représente une menace grandissante pour le bien-être de tous les êtres humains et la santé de la planète. Tout retard dans la mise en place d'une action préventive d'atténuation et d'adaptation à l'échelle internationale nous ferait perdre la très petite fenêtre d'opportunité qu'il nous reste pour assurer un futur soutenable et vivable pour tous. Et pourtant, même si tout le monde sait qu'on est dans la merde, la question climatique a occupé seulement 2,7% du temps de débat jusqu'à présent. Heureusement, les candidats qui sont en tête dans les sondages ont des mesures drastiques pour lutter contre la fin du monde. Pécresse propose de baisser le nombre d'éoliennes, Le Pen propose de baisser le prix des péages et Macron propose de baisser son froc devant les lobbies pétroliers comme il fait depuis 5 ans. Un candidat, c'est quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un comme tout le monde, c'est un animal médiatique. Plus proche d'un personnage de feuilleton que d'une vraie personne, son rôle est écrit, préparé et construit de façon à incarner une certaine image. Il peut ainsi être tantôt aidé, tantôt desservi par la mise en scène médiatique. S'il tremble, s'énerve, a trop de feuilles devant lui ou perd juste la boule pendant 1 minute, plus personne n'a confiance en lui. Voici mon doigt. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Moi aussi, je suis un homme. Je fais pipi debout. Les programmes sont passés à la moulinette médiatique. Les idées d'un candidat ne sont plus ce pourquoi il se présente, mais sont des objets de communication. Ce ne sont que des moyens, quand ils sont bien employés, de se faire élire. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Un esprit dogmatique aura tendance à dénigrer l'instant présent, au profit d'un passé plus noble, plus glorieux, d'un âge d'or perdu, ou dans l'espoir d'un futur fantasmé, utopique, voire d'une vie paradisiaque dans l'au-delà. Depuis des années, un même sentiment vous hante, un sentiment de dépossession qui a commencé par le déclin de la piraterie, époque glorieuse des frégates et de la poudre à canon, la France de Jean Bart et de Jean Lafitte.
C'est pas à cause des gens qui vont pas voter qu'il est à 16% Zemmour. C'est à cause des politiques et des journalistes. Il a même passé 500 signatures et on le voit plus souvent à la télé que Nagui. Franchement, pour vous rattraper un peu, vous devriez inviter le chef des abstentionnistes. Eh ben vous voyez, il dit moins de conneries que la plupart des candidats. Après, c'est pas parce qu'on est abstentionniste qu'on n'a pas de conviction. Hein. La différence entre l'abstentionnisme de gauche et de droite, c'est que l'abstentionniste de gauche, il trouve que les politiques, ils font rien pour le peuple, alors que l'abstentionniste de droite, il trouve que les politiques, ils font rien pour lui. En France, dans le détail, cette confiance varie beaucoup selon les institutions. Le conseil municipal bénéficie d'une très large confiance chez les sondés, là où les assemblées parlementaires moyennement et le président beaucoup moins. C'est un schéma répétitif et constant. Nous nous méfions de nos représentants. Si notre démocratie est si bonne et si unique, pourquoi les Français n'ont-ils pas confiance en elle? J'ai voté pour un candidat, mais maintenant qu'il est au pouvoir, il tient pas du tout ses promesses. Oula non, c'est pas vrai. Ouais, je sais, c'est ouf, hein. C'est même inacceptable. Allons dans la rue manifester notre mécontentement. Ou bien, on n'a qu'à attendre 5 ans en espérant qu'il se passe rien de trop grave entre-temps. Ça c'est la démocratie, oui ça c'est la démocratie. Ouais. Vous allez voter Jean-Luc ou vous êtes encore à chipoter en mode « Ah non, vraiment, moi Jean-Luc je peux pas, il croit que la République c'est lui, c'est une graine de dictateur, gna 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 gna, moi je veux qu'on reconnaisse le vote blanc, je suis plus malin que tout le monde. » Ce que veut dire Usul, c'est que malgré les divergences tout à fait justifiées qu'on peut avoir avec Jean-Luc Mélenchon, il est aujourd'hui le candidat de gauche le mieux placé pour accéder au second tour. Voilà, d'ailleurs ça aurait été Jadot, moi je m'en fous, hein, j'aurais dit faut peut-être voter Jadot quoi, je m'en fous. De toute façon, s'il avait été en tête de la gauche, j'aurais même appelé à voter pour un pincher nain. Un quoi? C'est un petit chien. L'attrait que l'on peut avoir pour des valeurs idéologiques et l'intensité partisane que l'on pourrait avoir pour tel ou tel parti sont différents. Par exemple, il n'est pas du tout contradictoire de se réclamer pour telle valeur bien spécifique, tout en se refusant d'adhérer complètement au parti politique qui se rapprocherait le plus de ces valeurs. Ou pour le dire encore autrement, on peut être très engagé politiquement sans être strictement partisan d'un parti politique. Ok, fin de journée. Tous les candidats sont passés là, merci. Mais attendez, ils sont où les jeunes là? Mais oui, les moins de 25 ans. Ah, on n'en a pas cette année là. On fait comment nous là? The Vote, nouvelle saison, mais même problème. L'image du jour, c'est ce plan qui s'est déroulé sans accroc. Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront bien au second tour de l'élection présidentielle. Françoise, vous confirmez, vous avez voté pour Emmanuel Macron? Oui. Alors, pour quelle raison principalement? Pour faire chier les jeunes. Ils se foutent de nous, ils nous ignorent, ils nous laissent seuls. Eh ben, prends ça dans ta face, jeune con. 5 ans de l'autre menteur, bien fait pour vos gueules. Attendez, parce que ce n'est pas sûr que ce soit lui qui passe, Françoise. Hein. Eh ben, si c'est l'autre, ça sera encore mieux. La vieillesse est un naufrage qui dure beaucoup trop longtemps. Je sais, ça sert à rien, mais au moins ça soulage de chanter allègrement. Crevez, crevez, crevez les vieilles, crevez, crevez, crevez les vieux. Peut-être enfin quand vous serez dans des petites boîtes, vous arrêterez de voter à droite. En pariant contre les chances de Jean-Luc Mélenchon d'arriver au second tour, le PS, le PCF et Europe Écologie Les Verts n'ont pas seulement fait perdre la gauche, ils nous ont exposés sciemment au second tour que nous allons bientôt devoir affronter. Un second tour incertain, bien plus incertain qu'en 2017. Disons-le autrement, en refusant la stratégie du barrage au premier tour, ces partis, leurs appareils et leurs dirigeants nous ont exposés au risque de voir finalement Marine Le Pen remporter cette élection cruciale. Auriez-vous l'amabilité de me dire ce qu'il y a dans le suprême Macron, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. C'est du tartarien si vous payez peu, mais une pièce montée de ouf si vous payez mieux. C'est pas bon, c'est trop long, c'est comme le climat, ça se réchauffe au fur et à mesure du repas. Délicieux! Et l'autre Le Pen, c'est quoi? Alors, c'est exactement la même chose, mais en dessert, on a des néo-nazis qui viennent vous péter les dents. Ah, je vous jure, j'ai plus facilement capturé cette merde-là que je voulais absolument dans ma team. Comment je vais l'appeler d'ailleurs? Qu'est-ce qui m'évoque? Ah, attendez, j'ai une idée. Ah, on peut pas Covid. On peut pas SIDA non plus.
Ah mais cancer on peut. Ah excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de favoritisme pour le cancer. Donc le scénario Le Pen-Macron au second tour était prévu par les équipes de Macron. Et même travaillé. Ah oui. Plan média, flyer quotidien. Flyer. Oui, oui. Ah bah, le Figaro, le JDD, l'Express, bah, tous en fait. Un beau travail et qui a payé. Macron est au second tour. Et pour gagner ce second tour alors? Pour le second tour, pour le gagner. On n'y a pas pensé. Pourquoi c'est pas automatique? Vous êtes mélanchoniste? Profitez, c'est votre semaine. Baissez votre pantalon, asseyez-vous sur un banc. Un macroniste ou un lepéniste ne devrait pas tarder à glisser sa langue entre les planches pour vous lécher délicatement le périnée. Savourez cet instant de détente. Et poussez un bon coup pour lui chier dans la bouche. Quand je dis que le régime représentatif vit ces dernières années, j'aimerais que ce soit pour le meilleur. Mais quand je vois des électeurs de Mélenchon dire qu'ils vont voter Marine Le Pen, c'est une précipitation vers le pire. Pourtant, Mélenchon a bien annoncé « Vous ne devez pas donner une voix à Madame Le Pen ». Et ensuite répété 3 fois « Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen ». La capacité à picorer ce qui les arrange dans le discours de Mélenchon semble aussi développée chez ses fans que chez ses adversaires. Oui, Macron c'est pareil que Le Pen, de toute façon. Bah alors, vous aimiez déjà pas Macron, pourquoi vous aimeriez Le Pen? Alors il y en a pour qui ce serait une stratégie. L'idée c'est soit de faire élire Le Pen pour stimuler le mouvement social, ou alors de se dire que si elle est élue, de toute façon elle aura pas la majorité à l'Assemblée et ce sera bien fait pour Macron. Alors excuse-nous, Sun Tzu, l'art de la guerre pour les nuls, mais quand tu votes pour l'extrême droite et que tu élis l'extrême droite, à la fin au pouvoir ce que t'as c'est l'extrême droite. Tout ça pour dire, cette analogie du chantage et l'évidence intuitive de son rejet, est-ce qu'elle ne repose pas sur certaines hypothèses assez discutables? Est-ce que l'équivalent d'avoir dit merde au maître chanteur, ici, ce ne serait pas plutôt de se faire violemment tabasser devant chez soi par une bande de mafieux, puis de se retrouver à devoir payer 500 € par mois au lieu de 200 € par mois, par exemple? Le projet du Rassemblement National, c'est un projet raciste, un projet de soumission des minorités. Le projet, c'est de les cantonner à un espèce de statut de sous-citoyen. Les violences racistes vont se multiplier, que ce soit celles de la police qui vont être systématiquement couvertes, voire encouragées, et la violence des fachos des rues, pareil, va se démultiplier. On va atteindre un degré d'intensité qu'on ne connaît pas encore, même si je suis d'accord, aujourd'hui c'est pas terrible. Arrêtons de nous faire des films. Si Macron est réélu, quel que soit son score, que ce soit 50,0001% ou 65%, ça ne changera strictement rien. Dans tous les cas, il fera un joli discours hypocrite, où il dira qu'il est conscient que beaucoup de Français n'ont pas voté pour lui par adhésion, et qu'il ne les oubliera pas, comme en 2017. Puis, une semaine plus tard, ce sera à nouveau business as usual. Vous inquiétez pas, les Français ils vont faire le taf. Ils vont aller voter Macron. Mais vous savez ce qu'ils en pensent? Exactement. Et ben voilà, 50 plus à l'Elysée. C'est sûr que c'est pratique, hein. On n'a même pas besoin de traverser la rue pour retrouver du travail. Mais bon, au moins problème réglé. Yes, mon cancer est revenu. Ouais, moi non plus j'aurais jamais cru entendre cette phrase. Le président a annoncé que ce quinquennat ne sera pas la continuité du précédent. C'est un discours un peu étonnant à tenir au lendemain d'une victoire, puisque normalement, on change pas une équipe qui gagne. Mais bon, quand on voit la progression de l'extrême droite et la difficulté à mettre en place un barrage républicain, ça se demandait si on a vraiment gagné. J'ai la solution pour vous sentir mieux. Découvrez les larmes de Fafounet. Avec les larmes de Fafounet, vous prendrez pleinement conscience qu'on a évité le pire, et en même temps, vous serez saisi d'un incroyable bonheur. Regardez-les pleurer sur les réseaux sociaux, se désespérer que leur haine décomplexée ne l'a pas emporté dans les urnes. Savourez leur somme. Voyez-les, dans leur désespoir, attaquer leur propre camp. Dégustez leur effroi à l'idée que Mélenchon puisse obtenir 1/6 des sièges à l'Assemblée nationale. Ça y est, la gauche s'unit enfin. De son côté, Emmanuel Macron avait dit que cette victoire l'obligeait. À gauche aussi, hein, ils en ont tiré les leçons, mais c'est plutôt la défaite qui les a obligés. Oh, wait. What do we do about the bed situation? Oh, I mean, I guess we could start sleeping in the same one. Do you know, I was just thinking the other day how I would like less room to sleep at night? Yeah, and also I was thinking something that's been missing from my life is somebody actively pulling on the covers I'm trying to sleep under. And I think it would be very romantic for us to wake up beside each other each morning. Oh yeah, when my breath is at its worst. Yeah, that's a perfect time for romance. Le dîner est arrivé. Alors, conformément aux demandes, nous avons donc des pizzas ananas, tofu, anchois, agneau, raclette. Une de chaque. Eh non, tout mélangé. Ah bah oui, hein, quand personne ne fait des concessions, ça fait forcément un résultat dégueulasse. Que ça vous serve de leçon pour ce soir. Bon appétit.
I think we have reached the point in our relationship where we can start pooping in the same toilet. At the same time? No, at different times. Oh, then yeah, I agree. Wow. Well, I'm excited to see what gross habits you've been hiding from me. Oh, same here. I put clumps of hair on the side of the shower wall. Did you know that? I didn't know that. No, that's super gross. Oh, I leave tiny beard hairs in the sink every time I shave, so that feels like it balances out. En tout cas, on assiste à un événement historique. Il y a encore un mois, qui pensait que Europe Écologie Les Verts s'associerait avec un parti qui est prêt à remettre en cause les règles européennes, qu'un leader communiste pro-nucléaire reviendrait sur sa position. En tout cas, on est tous réunis aujourd'hui autour d'une même conviction, c'est que pour s'approcher du pouvoir, il faut accepter de s'asseoir sur ses convictions. We're just gonna be around each other all the time. Yeah. Not a lot of room for independence or personal space. Yeah, no, that's true. Yeah, no, none at all. None at all. Ooh. 2 people to pay rent, though. I'm in. Donc en fait, dans l'histoire de l'évolution, il y a beaucoup d'espèces animales qui sont devenues sociales, comme nous, comme beaucoup de primates, et comme certains mammifères, les dauphins, les gazelles, les zèbres, les lapins. Et la vie en groupe, ça procure pas mal d'avantages évolutifs, comme la protection contre les prédateurs ou l'accès à la nourriture. Par contre, ça pose aussi beaucoup de problèmes d'organisation. Il faut se partager les ressources, il faut diviser le travail, il faut régler les conflits internes, etc. Et je pense que le fait d'avoir une hiérarchie bien établie entre les membres du groupe, ça aide à gérer ces problèmes de coordination. So what's the job? I want you to protect me in exchange for money that I'd give you. What? From what? Everything. Just anything bad that could happen to me physically, pretty much. Do you think something bad might happen to you physically? It might, yeah, because see, I'm very rich and also powerful and important as a person. And that'll make people want to hurt you, you think? That's the theory, yeah. I mean, look at that guy over there. That guy's a threat for sure. What a beautiful day. That's just, I don't know, that seems like a normal guy. Just perfect weather conditions for shooting an arrow at a rich, important guy. Mais en prenant la pire situation, à savoir un manchot placé à 2 mètres du sol et des fessées expulsées avec une vitesse initiale de 2 mètres par seconde, il est établi par l'article que la distance de sécurité maximale pour éviter de se prendre du popo dans la tronche est de 1,34 m. Une distance que les manchots ne respectent absolument pas quand ils sont rassemblés en colonie, ce qui peut mener à pas mal d'accidents. Les mammifères sociaux sont pas les seuls animaux à vivre en groupe, loin de là. Il y a aussi certaines espèces de poissons, d'oiseaux et surtout les insectes sociaux. Chez les fourmis, par exemple, on a un modèle d'organisation qui est complètement différent. Pas de dominance, pas de chef, pas de clan, pas de hiérarchie. L'organisation collective est parfaitement horizontale. Alors comment elles font les fourmis pour se coordonner ? Eh bien, dans la colonie, elles utilisent une méthode décentralisée qu'on appelle la stigmergie. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais ça repose sur un principe très simple. Chacun fait ce qu'il reste à faire. Pas besoin de chef, pas besoin de consignes, tout le monde est libre et se laisse guider par le travail qui n'a pas encore été fait. Le meilleur comme le pire d'Internet, on connaît. Les formes comme le GTA RPZ subliment tout ce qu'il permet de création collective, y compris par un public lui-même hyper créatif. Tout ce qu'il permet de décentraliser, sans un grand scénariste ou un auteur au-dessus de tout. Une forme d'autogestion, oserais-je dire, où les gens s'organisent avec de nouveaux outils. On est dans les années 2020, et je crois que je prends pas trop de risques en disant que notre monde est effectivement déjà un peu cyberpunk. Alors oui, on n'a pas de bras avec des Thermomix intégrés, on ne peut pas encore se plugger tout entier dans le métaverse à bord de notre voiture volante, mais la technologie a bien changé notre rapport au monde par l'hyperconnexion de nos smartphones. Et ces smartphones et les réseaux auxquels ils nous permettent d'accéder sont gérés par les plus grosses boîtes que notre histoire ait connues et qui sont les représentantes ultimes du néolibéralisme. Et dont les patrons se tirent la bourre pour s'envoler dans l'espace alors que nous on galère pour se payer un plein d'essence. We could go to Mars. Oh, I'm very into the idea of leaving and not looking back at the consequences of our actions. Yeah, that's an interesting idea. I mean, everybody at this table has one of those flying penises that go to space, right? Of course. So what would we do on Mars? We could, I guess it'd be like a Matt Damon situation, grow some potatoes with our feces. Oh god, this sounds awful now that I'm saying it out loud. Wow, well I guess we should have taken better care of this planet and the people on it, huh? L'écologiste et surtout l'éco-terroriste a souvent été montré comme une menace dans les blockbusters, d'autant plus à partir du milieu des années 90 où t'en as plein. Hein. Ce serait bien peu de choses dans cette bataille pour sauver la planète. Les humains d'abord, Dr. Ashley. Coïncidant avec la multiplication de manifestations écolo médiatisées et l'arrivée des discours alertant sur le réchauffement climatique. Wade Creighton ne croyait pas au réchauffement climatique et le considérait juste comme une mode. Il écrira d'ailleurs un roman en 2004 avec des écologistes contre les réchauffements climatiques en méchant. C'est un sale con! La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes nous oblige, tandis que de nouvelles pensées
viennent éroder l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la croissance infinie, au matérialisme, à la destruction du vivant, et que les luttes sur le terrain s'intensifient. Un mouvement existe aujourd'hui pour construire une autre société, plus juste, plus soutenable, plus vivable. Il est divers, multiple, mais surtout de plus en plus important. Il est très important d'essayer d'anticiper les différents scénarios possibles afin de prendre les meilleures décisions. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faudrait peut-être arrêter d'anticiper l'avenir à un niveau émotionnel. Faire sa part pour essayer d'augmenter les chances d'un avenir positif, mais sans rien attendre de cet avenir pour autant, et se focaliser plutôt sur les petits plaisirs du quotidien. So step number 1, the person behind, you're going to have to do the over-under. So I'm going to go left arm under, right arm over. Then you're going to reverse that situation. So cross over here, and you just need to hold my hands. Cool. And this, although it doesn't look like it, is a trefoil hug. We can do a continuous deformation. So whoop, we do it like this. There is the trefoil knot, that's the trefoil hug. Oh, if you need a friend, I'm sitting right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Un président, c'est à la fois un leader et un ami. Quelqu'un qui est là pour te tendre la main, pour te guider dans les moments difficiles et t'assurer que tout ira bien. Monsieur le Président, j'ai peur. Ma famille est de plus en plus pauvre. Les aides sociales diminuent, le climat se dérègle, les écoles et les hôpitaux se privatisent et le racisme augmente. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour régler ça? Voyons, Billy, bien sûr que non. Ce dimanche 12 juin et le 19 juin, Les Français voteront pour des élections qui pourraient bien changer le visage de la France, les législatives. Ces élections sont souvent reléguées au second rang dans les médias derrière l'élection présidentielle. Alors qu'elles sont déterminantes. Elles sont même considérées par certains observateurs comme encore plus importantes que la présidentielle. Et pourtant, elles peinent à passionner les foules. Depuis l'introduction du quinquennat, en 2000, les législatives apparaissent de plus en plus comme de simples élections de confirmation de la présidentielle, en donnant au président élu une majorité confortable. En théorie, même hors cohabitation, absolument rien n'oblige le Premier ministre, ni les autres ministres, ni les députés, ni personne à obéir au président. Mais là, ils le font quand même. Pourquoi? Parce qu'il est trop beau! Merci. Et ce genre de régime, ça s'appelle comment, les enfants? Une démocratie. Mais bien sûr, bien joué, on l'a vu dans la dernière vidéo. Une démocratie, c'est lorsqu'on élit un chef suprême qui décide tout seul. Et c'est bien, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. De façon générale, durant le précédent quinquennat, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer le manque de réel débat à l'Assemblée, quel que soit le sujet, et le fait que la plupart des projets de loi proposés par le gouvernement étaient votés en bloc par les députés de la majorité. Ainsi, dans l'opposition de droite comme de gauche, beaucoup espèrent que ces législatives permettent de réinstaurer un réel rapport de force avec le gouvernement et d'empêcher que l'Assemblée nationale ne soit qu'une simple chambre d'enregistrement, dénaturant ainsi le rôle premier des députés. Ah! Yep, that'll get me results from actual humans. That's actually pretty smart. Okay, so the first result is this thread about how the WASUS-22 is the best monitor of the year. There we go, that's information I can use. And then the second result is a thread about how the WASUS-22 is a piece of garbage. Okay, yeah, humans don't really agree on anything. Yeah, I forgot about that part, I guess. Lorsque vous vous chaussez, par quelle chaussure commencez-vous? Eh ben, c'est la chaussure droite qui l'emporte. It's very interesting. Et ah ouais, et on peut même voir la répartition géographique sur toute la France. Et là, on peut voir que la France vote plutôt à droite. Bon alors, les candidats fachos, là, pourquoi ils sont tous débiles? Vous avez vu? Ils sont tous teubés, ils n'arrivent pas à répondre à des questions simples. Non, ce que veut dire Usul, c'est que lors de cette campagne des législatives, plusieurs candidats d'extrême droite se sont illustrés par un manque assez visible de préparation. Quel service public vous souhaitez au Rassemblement National, Mélanie Fortier? Quelle politique là-dessus? C'est-à-dire quelle est votre politique en matière de service public? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement National? Quelle est votre position? Je rebondis sur ce qui vient d'être dit en face de vous. Eh, c'est des candidats, c'est top niveau quand même.
Pour justifier le piètre niveau de leurs candidats aux législatives, les hauts gradés du RN mettent en avant leur profil sociologique. Plus populaire, le parti d'extrême droite peinerait à attirer les catégories supérieures, mieux formées. Bah oui, parce que les prolos, ils sont toujours plus ou moins cons, c'est bien connu. Ouais, c'est bizarre parce que chez nous, à gauche, ça se passe pas comme ça. Chez nous, les orgas, elles forment les gens. On n'envoie pas des militants pas formés à l'abattoir en mode « Allez, ça c'est un plateau, des journalistes, des questions chiantes sur l'aménagement du territoire, et en face, c'est Adrien Quatennens, il a déjà bu 2 cafés, allez, bon courage !» Panique à bord au sein de la majorité. Conscients de la menace représentée par la NUPES, les candidats de La République En Marche exploitent la peur d'une éventuelle arrivée de Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Et on a qui ouais, Staline. Ouais, on va peut-être le supprimer d'ailleurs, Staline, c'est plus prudent pour... Attends, quoi ? On voit bien que ça les travaille, hein. C'est tentant de dire les extrêmes, comme l'a fait entre autres Elisabeth Borne dès son discours de dimanche soir. C'est tentant de regrouper la gauche et l'extrême droite pour se présenter comme le seul parti de la République. Seulement c'est dur à démontrer. Pour exclure la gauche de la République, LREM est obligé d'instruire à nouveau des procès en wokisme, en islamo-gauchisme, en communautarisme, et tant pis pour l'honnêteté et la nuance. Ce que disent les militants de justice sociale, c'est qu'une personne racisée, une personne perçue comme étant d'une certaine race, donc, eh bien, cette personne pourra subir certaines discriminations liées à cette perception. Discrimination à l'embauche, discrimination au logement, violence policière, ouais, ce genre de trucs. Et donc, lorsque les gens disent que le wokisme divise la société en plusieurs races, ça repose uniquement sur ça. L'idée qu'on ne sera pas toujours traité de la même manière par la société, selon qu'on soit perçu comme blanc, noir, arabe ou autre. Ce qui n'est pas une idée incroyablement radicale et subversive, il me semble. Ça, le problème, c'est qu'il faut communiquer. Tu rencontres la personne, de toute façon, tu vas t'entendre direct et trouver un compromis, tu vois. Tandis que quand tu connais pas, tu dis, mais quel fils de pute. Oui, mais quand il est 1h du matin et que tu viens d'être réveillé, tu penses pas à ça, je pense. Ouais, moi je l'ai rencontré, mon voisin du dessus avec qui je m'engueule. Bon, bah, je sais que je l'aime pas. Et que du coup, bah. Oui, mais je pense que tu sais que tu peux pas communiquer avec lui non plus. Oui, je sais. T'as compris qu'il y a une limite. C'est ça. Du coup, si la gauche, c'est autant la sortie de la République que l'extrême droite. À ce moment-là, bon, ils sont à égalité quasiment, et pourquoi faire plus barrage à l'un qu'à l'autre, autant plus faire barrage du tout, du coup ça fait sauter le barrage à l'extrême droite. Par contre, si les deux sont aussi dangereux, mais vraiment dangereux, et que le seul vote pour sauver la République, c'est le vote LREM-LR, faut voter pour le président, voilà, et le camp du président à chaque fois, là ça commence à ressembler à un autre régime, hein. C'est pas la République non plus en fait, et c'est assez inquiétant pour la suite. Les législatives se sont terminées sur un séisme politique. Le Rassemblement national fait une percée historique à l'Assemblée. La NUPES est consacrée première force d'opposition et Emmanuel Macron, pris en étau, perd la majorité absolue. La logique du scrutin majoritaire a volé en éclats hier soir, en même temps que le barrage républicain. There's something severely wrong, but I don't know what it is. SCOTUS! Even at the best of times, SCOTUS gives zero f***s about democracy. We answer to nobody, we overrule laws made by Congress, our justices are appointed for life, and you don't even elect us. To be fair, you barely elect the people who do appoint us. But here we are. And now that we finally have enough Federalist Society nutjobs on the bench, we'll be using this court's unchecked power to wrong some rights. Il y a quelque chose de glaçant dans cette réalité. Ce sont 4 hommes et une femme qui, à eux seuls, ont balayé des années de lutte et de mobilisation pour les droits des femmes. Faut-il le rappeler, le nombre d'avortements ne diminue jamais lorsqu'il est interdit. Les femmes le font simplement clandestinement et donc plus dangereusement. À travers le monde, 5 millions de femmes sont hospitalisées chaque année pour des complications liées à des avortements clandestins et 47 000 en meurent. Nous régnons en maîtres depuis tant d'années, régissant le monde par notre volonté. Un glorieux chaos en toute impunité, bouleversé pour l'éternité. En Europe, dans certains pays, les femmes ont gagné puis perdu leurs droits, comme en Roumanie, en Hongrie ou en Pologne. En France, avorter n'est déjà pas toujours évident en fonction des territoires. On manque de médecins,
pour faire des avortements, et l'avortement est beaucoup plus difficile pour certaines catégories de la population. Et le Rassemblement national, historiquement hostile à l'avortement, vient de faire une entrée fracassante à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que l'avortement soit menacé en France dans l'immédiat, mais je ressens une grosse fatigue face à la lame de fond réactionnaire qu'on constate en ce moment. Et tous les commentaires que je vois, y compris chez des personnes très jeunes ou se revendiquant apolitiques, qui parlent d'avortement de confort ou de femmes qui abusent, ça fait partie des petites gouttes d'eau qui forment cette vague réactionnaire. Un mélange de manque d'empathie et de volonté mesquine de punir ou de contrôler. Et ce serait mieux si on pensait un peu moins comme ça. C'est quand même la honte de ne pas avoir d'argent, d'être sale et puant, de ne rendre personne triste en mourant. C'est vachement rassurant de me dire que j'y suis pour rien, de me dire que c'est le destin, de me dire qu'on a que ce qu'on mérite et c'est très bien. Eh bien oui, certes, la rémunération de tel patron est immense et absolument démesurée par rapport à celle du commun des mortels, mais que voulez-vous? Il y a un marché avec une offre et une demande. La vision de Smith est autrement plus réaliste et critique que ce discours. Pour lui, les revenus, salaires, loyers et dividendes, sont issus d'un rapport de force inégal entre les différentes classes qui composent la société. Les rentiers, propriétaires terriens, les ouvriers, travailleurs employés, et les capitalistes, les propriétaires d'entreprises. This place is super bland and depressing. Yeah, well, I figured too many colors would be distracting, so now you can focus. On what? On making me money. I thought you were gonna give me money. I will, yeah, but first you need to help me make a ton of money, and then I'll give you a teeny tiny little bit of it. That sounds like a scam. No, it doesn't. That's a good point, okay. La loi de l'offre et la demande n'a rien à voir avec le fait qu'un patron capitaliste soit mieux payé qu'un ouvrier, pour Smith. C'est simplement que le patron, parce qu'il a plus de pouvoir, plus de force dans la négociation, peut imposer à l'ouvrier un revenu très faible et garder pour lui le reste. Ainsi, les prix dépendent du pouvoir des différentes classes sociales dans la bataille pour la richesse. Listen, it seems like living costs money and you'll give me some of that if I come here, so I guess I'm in. Fantastic. And I assume if the cost of living goes up for whatever reason, you'll kind of increase the amount of money you give me to match. Oh God, no. All right. On trouve ainsi cette petite bande dessinée du site AGBit mettant en scène une rédaction chez Nintendo où tout le monde propose de la merde et un employé qui fait une réflexion sensée passe par la fenêtre. Les employés de SpaceX sont libres d'écrire une lettre ouverte critiquant Elon Musk et Elon Musk est libre de les virer pour ça. Voilà, tout le monde est libre. Ah là là, tant de liberté, c'est magnifique, je vais verser une petite larme. Bon, en l'occurrence, les employés ont effectivement pu s'exprimer, mais s'ils avaient su qu'ils allaient être virés pour ça, ils ne l'auraient sans doute pas fait. Et surtout, cela va intimider tous les autres employés de SpaceX qui seraient tentés de faire un peu trop usage de leur liberté d'expression. Ne critiquez pas le chef, ou sinon... And so he spoke, and so he spoke, the Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall with no one there to hear. You're just jealous because Elon Musk is the smartest man alive. Jeez. He's a deeply flawed man. I would die for him. All right, well then you do that. Un mec qui envoie un message pour te dire attention, ce réseau social va devenir payant, qui adore les grosses voitures et les fusées, qui sait tout sur tout, y compris comment résoudre la guerre en Ukraine et le conflit entre la Chine et Taïwan, c'est pas le sauveur de l'humanité. C'est un tonton relou. Et comme tous les tontons relous, il y a fort à parier qu'il va se lancer dans les pires provocations pour se faire remarquer et se sentir aimé. 44 milliards de dollars pour se sentir aimé. Ça lui aurait coûté moins cher de faire une thérapie, hein. Le masculiniste va essayer de se construire une armure de force et de virilité, mais sans jamais vraiment questionner les insécurités fondamentales qui motivent tout cela. Par exemple, pourquoi est-ce que je cherche tant à avoir l'air viril? Pourquoi ça me rend dingue qu'on m'insulte dans un bar? Pourquoi suis-je à ce point terrifié à l'idée d'être un coq? Toutes ces questions, le masculiniste va les fuir dans une course effrénée à la virilité, pour au final devenir un petit garçon effrayé entouré de gros muscles. La peur d'être vu comme faible, la peur d'être humilié et de subir la honte de ne pas être vraiment un homme apparaît chez le garçon dès l'enfance et poursuit les hommes sur toute leur vie d'adulte. Une vie d'adulte durant laquelle ils devront prouver en permanence qu'ils ne sont pas des femmes, qu'ils ne sont pas gays, qu'ils ne sont pas faibles. Car être un homme, ce n'est pas se contenter d'être fort, riche et beau, c'est avant tout prouver en permanence aux autres hommes qu'on en est un.
Bon, on va pas y aller par 4 chemins. Concrètement, un lek, c'est un bésodrome où tous les mâles se regroupent, chantent, dansent, sifflent, secouent leur popotin et se foutent aussi un peu sur la gueule pour qu'un autre mâle ne vienne pas trop près, même si certains leks sont dits éclatés et éloignés des concurrents. Et au cœur de ces lieux de reproduction, on va observer de grosses variations dans le succès reproducteur des mâles. Certains vont s'accoupler avec des dizaines de femelles et d'autres vont repartir bredouilles. La vie est si injuste parfois. Le man, il arrêtait pas de parler de cul, et Vincent a trouvé dans les sources qu'il a relevées que dans sa correspondance, il se vante auprès d'un ami d'avoir foutu 3 femmes et tiré 4 coups, dont 3 avant le déjeuner. Maupassant également, apparemment aussi c'était un méga mâle alpha, super viril, et donc tellement pour lui c'est important de montrer qu'il ken à gogo, il est trop content un jour d'apprendre qu'il a la syphilis. Genre il dit, dans une lettre à un ami, tu ne devineras jamais la merveilleuse découverte que mon médecin vient de faire en moi. La vérole, j'ai la vérole. Désolée, mais littéralement masculinité toxique là pour le coup. Encore mieux avec les musclés, ils ont fait une chanson à la gloire de Mathilde Amet. Dans les années 90, Mathilde Amet, c'était un peu le sex appeal. Ouais. Et dans le clip, ils invitaient la star à la maison, donc chez eux, devant un lit recouvert de satin, et ils lui disent « On t'attend avec notre saucisson à la main ». Pourquoi le message érotique sert-il souvent à entretenir une relation plutôt qu'à l'amorcer ? Tout simplement parce que savoir bien écrire du cul n'est pas une autorisation valable pour envoyer un message sexuellement explicite à un ou une inconnue sans s'être inquiété au préalable qu'il ou elle voulait le recevoir. Question simple de consentement. En bref, le message érotique reste donc soumis à l'acceptation des 2 parties. Un selfie d'un militant du collectif Ibiza avec Gérald Darmanin. Il était en chemise et il a ouvert sa chemise avec ses boutons pression comme ça, avec en dessous un t-shirt. Ça va bien se passer. Darmanin, l'impunité en marche. Si vous voulez être une star et gagner des milliards, apprenez bien vos leçons et trouvez des passions. Soyez un connard. Soyez un connard. Soyez un connard. Soyez un connard. Un gros connard. It's also worth pointing out that Othello is no hero himself in all of this. He straight up murders his wife for her fictional infidelity, and even when he realizes the truth, he justifies it by saying he did it because he loved too well, in quotes. Now, the authorities don't approve of him killing his wife, of course, but aw shucks, they totally understand why a noble soul like Othello would have to do something like that if she cheated, Not to judge Elizabethans by contemporary standards, of course, but cool again, cool. Le député insoumis a reconnu avoir été violent avec sa femme, il a notamment admis lui avoir donné une gifle, lui avoir pressé le poignet, confisqué son téléphone, le tout dans le contexte d'un divorce que Quatennens qualifiait de difficile dans son communiqué. Les faits relatés par Adrien Quatennens sont graves, il s'agit de violences, et le contexte de ces violences n'est pas une excuse. Oui, parce que depuis quelques années, on connaît un peu mieux les féminicides, on les raconte mieux, on voit qu'il y a un truc qui revient quand même, c'est le mari violent, qui pète un câble précisément au moment où sa femme le quitte, c'est-à-dire au moment où elle sort de son emprise. Et mes responsabilités à moi, tu t'en as jamais soucié. Je comprends pas de quoi tu me parles. T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir ne fût qu'un seul, un tout petit moment, à toutes mes responsabilités envers mes employeurs? En réponse, les militantes féministes se mobilisent pour faire entendre leur colère, allant jusqu'à créer des collectifs pour tenter d'ébranler le monde politique. Depuis le mouvement MeToo politique jusqu'à la relève féministe, en passant par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, elles demandent une chose simple, la fin de l'omerta, et que nos représentants politiques, élus ou non, cessent de protéger les agresseurs. Objectif simple, mais réalisation compliquée. En quelques mots, la culture du viol, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de donner un contexte culturel favorable aux agressions sexuelles. Et faire correspondre agression sexuelle et sexualité, c'est donner de l'eau au moulin pour les personnes qui systématiquement réagissent au viol en disant « est-ce qu'elle l'a pas un petit peu cherché ?» ou bien « c'est triste, mais les hommes ont des besoins ». Les études psychologiques autour des agresseurs ont tendance à démontrer que la sexualité est moins en jeu que l'envie de faire mal, ou de soumettre, ou de détruire. Voilà, donc il y a des signes, on connaît le pattern, donc les gestes qu'a admis Adrien Quatennens ne pouvaient pas être traités à la légère. En tout cas, Mélenchon aurait pu publier autre chose que ce qu'il a tweeté le dimanche 18 septembre. La malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Quatennens. Adrien décide de tout prendre sur lui, je salue sa dignité et son courage, je lui dis ma confiance et mon affection. Mais quelle merde! Quelle putain de grosse merde! Quand on appelle au boycott, que ce soit pour des œuvres, des expos ou quoi,
C'est aussi pour montrer que non, on va pas contribuer au succès d'un artiste en connaissance de cause. Parce que du coup, le message qu'on fait passer, c'est « Ok, t'es une poubelle, mais ce que tu fais, c'est trop bien, donc c'est pas si grave que tu sois une poubelle. » On a une responsabilité collective, déjà nous en tant que consommateurs ou consommatrices face à tel ou tel artiste, mais aussi genre avec les artistes plasticiens, les institutions culturelles ont le devoir d'exposer les crimes des artistes en fait. Donc là, tout s'accélère à gauche, mais du coup, ça fait une crise. Et est-ce que c'est une bonne chose pour la gauche? Je sais pas, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait plus de prévention contre les agressions sexuelles, qu'il y ait plus d'écoute dans les cellules d'écoute, que les militants comprennent mieux les comportements répréhensibles et que les militantes se sentent plus en sécurité? Ah bah c'est sûr, oui. Bah oui, si tu présentes ça de façon woke, oui. Gamble, change your ways today, or with us you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Mon ami, j'ai une passion inavouable. La corrida! You're just gonna dodge him for a while? Yeah, pretty much. And then what? I figure after I've dodged him for a little while, I'm gonna go ahead and stab him. Oh my god. Oh my god, what? I mean, he's gonna be trying to kill me, it's only fair. Because you're provoking him into doing that. Yeah, you can't just piss me off and then stab me. That's not fair at all. Well, I'm gonna do that. That's a new thing that's gonna be a thing, I decided. I don't know, that's kind of messed up. Les pro-corrida vous diront que ce n'est pas de la torture, que ce ne sont pas des sévices graves. Si, en fait, c'est même reconnu par la loi, article 521-1 du Code pénal, le fait publiquement ou non d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il y a également des circonstances aggravantes, lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, le fait de commettre le délit en présence d'un mineur, qu'on retrouve bien sûr dans la corrida. Mais une perturbation a réussi à s'installer dans le sud de l'Hexagone, du Pays Basque à la Camargue. Car dans des villes comme Bayonne, Béziers, Arles ou encore Nîmes, on a le droit d'invoquer une tradition locale ininterrompue. C'est-à-dire que si vous torturez un taureau à Avignon, on vous jette en prison. Mais si vous le torturez à Nîmes, on vous applaudit et on vous donne aussi beaucoup d'argent. C'est l'idée qui se fonde de la virilité du spectacle, torturer un herbivore à plusieurs avec des armes. Mais non, si vous êtes des vrais bonhommes, à main nue, à un contre un tigre, et là il y aura du spectacle. En France, depuis 1900, 3 matadors sont morts dans une arène, contre environ 100 000 taureaux. Statistiquement, un matador français court le même risque dans une arène et dans son jardin, où il a autant de chances de mourir d'une piqûre de frelon. Mais il a 10 fois plus de risques d'être victime d'un accident de vélo ou d'une balle perdue. Ça va là? On vous dérange pas? Vous savez donc pas que c'est l'ouverture de la chasse? Vous cherchez l'accident ou quoi? Les gens sont inconscients, c'est dingue. Le Sénat a rendu un rapport proposant des pistes pour apaiser les relations entre chasseurs et promeneurs, et une de ces pistes a particulièrement fait tiquer Willy. Interdire l'alcool lors de la chasse. Interrogé à ce sujet par l'AFP, Willy Schran a répondu « Un mec bourré sur un vélo, c'est dangereux aussi !» Oui, enfin, le cycliste bourré, il me paraît quand même un peu moins dangereux pour les autres. Non, parce que on parle quand même de gens qui se baladent avec des armes à feu chargées, dont les projectiles peuvent parcourir plusieurs kilomètres. Je peux savoir pourquoi vous m'emmerdez en fait? Bah, à la base, je cherchais une boulangerie, mais là du coup, je veux bien rester 5 minutes pour essayer de comprendre ce qu'est détraqué dans votre dimension, parce que c'est n'importe quoi. Quand vous dites détraqué, vous parlez des écolos? Je parle du fait que vous butez des animaux. Quoi. Normal ça. Je sais pas, vous avez plus à manger, il y a une famine. Hein? Mais non. Vous avez pas encore découvert l'agriculture. Mais bien sûr que si. L'élevage, non? Évidemment qu'on a découvert l'élevage. Les animaux. Ils vous ont fait du mal quand vous étiez petit? De quoi? Ils ont fait pleurer votre maman. Du coup, vous voulez la venger maintenant. Mais vous êtes teubés, mais ils m'ont rien fait les animaux. Mais je comprends pas alors, il sert à quoi votre métier? Ah non, mais attention, c'est pas un métier, c'est un sport. Nous sommes chasseurs. Dans la vie, nous sommes chasseurs. Putain, mais je tourne un spot de pub, on voit pas un seul fusil là pour les chasseurs, tu casses tout là. Bah je veux bien, mais comment tu veux qu'on chasse sans fusil? Bah tu ramasses des branches, tu fais des dessins d'oiseaux, c'est aussi ça la chasse, non? Bah écoute, si tu veux, fais tes petits dessins d'oiseaux, tu ramasses tes branches et nous on va chasser avec les fusils, hein? Bon d'accord, je vais chercher mon fusil. Oh, là-bas. Toi, avoir Pampan qui tue animaux et humains. Réalise que pour la très large majorité des gens, la chasse n'est pas un loisir. C'est un red flag.
65% des Français considèrent que c'est une pratique cruelle. Non, vous comprenez rien. Moi je fais ça pour la forêt, c'est parce qu'il y en a trop des animaux. Ah, il y en a trop. Bah ouais, c'est ça. Bah oui, pardon, je suis con moi. Et s'il y en a trop aussi, forcément. Ah voilà, que je résume. Vous avez la chance d'avoir encore de la faune et de la flore chez vous, donc vous avez décidé de prendre la chose en main et puis de l'exterminer vous-même. Mais non, mais j'extermine pas toute la faune, je la régule. Vous imaginez bien qu'à moi tout seul, je fais pas une grosse différence. Je comprends pas. Vous régulez ou vous régulez pas? Non, ouais, si, je régule. Je pourrais leur répondre en établissant la responsabilité des chasseurs dans la pullulation des sangliers, via l'agrainage, le lâcher de gibier d'élevage. Je pourrais évoquer la chasse en enclos. Mais je trouve que ça sera plus édifiant en donnant la parole aux représentants que les chasseurs ont élus. J'en ai rien à foutre de réguler. Je ne l'aurais pas mieux expliqué moi-même. Qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est exceptionnel, mais je demande à ce que votre dimension soit annulée. C'est pas possible votre truc. Faut repartir à l'endroit où ça a merdé. Annuler ma dimension? Attendez, mais c'est pas un peu excessif comme mesure? Je voudrais pas qu'on soit dans les réactions émotionnelles. Excessif, je sais pas. Écoutez, je suis dans une dimension dans laquelle les mecs se baladent tout seuls dans la forêt, déguisés en agrumes, avec des armes rudimentaires pour essayer de buter des animaux qui ont rien demandé. Donc moi, à un moment... De toute façon, si je le fais pas, je dors pas de la nuit après. Mais vous le dites comme ça a l'air grave forcément, mais pas de là à supprimer non plus tout le... Laissez tomber, je vous dis, je ne quitte pas cette dimension tant que j'ai pas eu la confirmation définitive que... Bon bah ils ont refusé. I'm here with our time-traveling reporter who's reporting live from the year 2022. Hi there, hello. So what's going on in the future? Did they get all that, stuff figured out? Yeah, you want to hear something interesting? It's actually, everything's all fine now. They got it all figured out. Really? No, not really. Please bring me back to the 90s right now. Quand j'étais petit, on avait des personnages qui faisaient peur dans des jeux qui font eux aussi toujours peur, genre Pyramid Head, le Nemesis ou même Laurence Boccolini. Mais de mémoire, là, comme ça, il me semble pas avoir lu d'articles dans des magazines comme Marie-France qui alertent les parents de l'état de détresse des enfants, un phénomène de mode qui inquiète, un monstre bleu qui promet de dévorer votre âme. Si vous voulez mon avis, Huggy Wuggy est plus intéressé par votre argent que par votre âme, mais ça n'engage que moi. Vous pensez qu'on diabolisait le jeu vidéo? Ah bah c'est pas grand chose comparé au jeu de rôle. Accusé de faire l'éloge du satanisme, de pervertir les esprits faibles, et même de meurtre, Donjons et Dragons a pourtant survécu à tous les assauts. Et les plus âgés d'entre nous n'ont rien oublié des paniques morales qui entouraient la simple évocation du jeu dans les années 80 et 90. Une fronde médiatique menée dans les médias et les écoles par des hordes d'éditorialistes, de psychiatres et autres moralistes du quotidien. While many contemporary critics praised Wuthering Heights immediately, a scandal erupted because some scathing reviews banned the book for defying Victorian beliefs about gender equality, class structure, and depictions of cruelty, not to mention the burning love between different socially classed step-siblings. But you know what happens when something is denounced as depraved. That's right, sales went through the roof. Habile avec ces nouvelles technologies, disposant d'un temps libre considérable et d'une passion à toute épreuve, ceux qu'on finira par appeler les geeks débarquèrent les premiers et en force pour devenir les rois de la colline, faute d'être les rois du bal. Revanche des nerds, on pouvait parler de centres d'intérêt largement ignorés, voire méprisés, devenus mainstream depuis. C'était la grande époque, avant que, sans doute en partie grâce à ça, tout le monde devienne plus ou moins geek. Le fait que ce loisir, qui a été le leur pendant de longues années, et autour duquel ils se sont peut-être définis même en termes de personnalité, risque de devenir mainstream. Et se retrouve donc ainsi dilué au milieu de tout ce qui constitue cette société antagoniste, porteuse de normalité, encore une fois, qu'ils ont toujours un petit peu appris à conspuer, et cette dernière leur rendait pas trop mal. Il était impossible de désormais considérer les geeks comme des oppressés, et non comme eux aussi faisant tacitement partie d'un système oppressif. Parce que oui, la misogynie qu'a révélé le Gamergate, c'est peut-être facilement le truc le plus répandu, et ce depuis le début à travers tous les milieux nerds. Dites-vous, même les meufs geeks étaient misogynes. Après un Gamergate, les arguments ne tiennent plus. Le naïf est facile, je m'en fous que tu sois une femme, je m'en fous que tu sois noir ou blanc, on est tous potes. Ça ne tient plus, ça ne peut plus tenir, car ce n'est plus assez. Le jeu change et son public avec lui. Alors que dans les premières éditions, les illustrations présentant des personnages étaient presque exclusivement des personnages masculins occidentaux ou des femmes pulpeuses, les images de la dernière édition du livre de base dépeignent des héroïnes et des héros de toute origine qui combattent ensemble, côte à côte. Quoi de plus normal pour un jeu qui, en fin de compte, permet de créer un monde comme on aimerait que soit le nôtre et de vivre, le temps d'une soirée, une petite utopie magique loin de nos problèmes quotidiens. Oh mais c'est génial, on peut prendre des selfies. Alors quand il y a ça dans un jeu, moi je suis content. Et en plus il y a des poses aussi extraordinaires, poses féroces. Oula, ouais. Alors attention, moi ça, je pense que ça risque de faire peur. Bonjour à toutes et tous. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions sur l'écologie. Donc j'ai eu plein de questions, je vous en remercie, d'interpellations plus ou moins précises et plus ou moins sympathiques.
Ah, putain de merde! Il apparaît sans veste, à la cool, le montage est dynamique, l'étalonnage flatteur, le ton est direct, un peu enjoué, et il lance même la caméra lui-même. Bref, tout y est. Les codes YouTube pour parler aux jeunes. Donner un sentiment de proximité, d'un moment de vérité, d'échange. Une opération séduction, en somme, puisque les jeunes, tout comme le reste de la population, sont de plus en plus angoissés par l'avenir et de plus en plus nombreux à demander des comptes au gouvernement sur son action climatique. Bah bravo Macron, hein, bravo pour ce que vous avez fait à la jeunesse. À la base, ils étaient juste éco-anxieux, maintenant ils sont éco-zinzin. Ils sont devenus le Joker. On n'est pas encore au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on ne fait pas encore assez, mais on avance. Mais l'exercice d'humilité s'arrête là, car ces vidéos ont surtout pour objectif de défendre son bilan. Et il ne lésine pas sur le nombre d'exemples de mesures données avec des chiffres qui impressionnent. Les 5 dernières années, on a fait 22 000 km de pistes cyclables. Je crois que c'est concret, clair. On a rénové plus d'1 million de logements, d'un point de vue thermique, grâce à MaPrimeRénov'. Plus d'1 million de véhicules qu'on a accompagnés pour être changés. Des vieux véhicules polluants, plus d'1 million. Là aussi, du concret. Oui, ça. Alors non, bien sûr, hein, on a fait comme avec la Convention climat, on a beaucoup parlé, on s'est bien mis d'accord sur le fait qu'il fallait faire des trucs, et puis hop, poubelle. Après toutes les informations que vous venez d'entendre, vous décidez que la meilleure des choses à faire, c'est de patienter et d'aviser. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Les milliardaires de la tech se livrent tranquillement à des concours de bits dans l'espace, Bernard Arnault fait des Londres en gros avions qui puent, et aucun des énormes navires de plaisance qui polluent plus que toutes les bagnoles d'Europe n'a été démonté pour en faire de charmants éco-villages. Sur la période 2015-2018, la France n'a pas été au rendez-vous des objectifs qu'elle s'était donnés. Et il se trouve que j'ai été élu pour la première fois en mai 2017. Et que j'ai commencé à passer des lois à partir de l'été, la plupart plutôt en fin d'année, et donc elles ont commencé à avoir un effet en 2018. Donc vous êtes très sympathique, Melvac, d'essayer de m'en coller une sur Twitter, mais la condamnation pour une action climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. L'État a été condamné 2 fois pour inaction climatique. Le président omet donc la deuxième affaire, celle de Grande-Synthe, qui a débouché sur une nouvelle condamnation de la part du Conseil d'État. Cette fois-ci, l'institution a demandé au gouvernement de prendre toute mesure utile permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre et lui a donné jusqu'au 31 mars 2022 pour le faire. Le dossier ne concerne pas le passé, mais le présent et le futur, puisqu'il porte sur la capacité de la France à respecter ses obligations pour 2030 dans le cadre de l'accord de Paris. Emmanuel Macron veut ainsi inciter la population à respecter le plan de sobriété présenté par le gouvernement, à savoir la réduction de 10% de notre consommation habituelle. Le plan de sobriété, oui, je connais cette théorie. C'est ce truc où le gouvernement dit il faut faire attention, hein, et où même des services publics comme la RATP répondent ah oui, sur le principe, on est carrément pour. Hein. Bon là, on a installé des écrans publicitaires LED un peu partout dans le métro, mais sur le principe, la sobriété, on est carrément pour. Oui madame, tout à fait, on a coupé votre chauffage. Non, c'est pour rationnement énergétique. Votre bébé a froid, j'entends bien, mais écoutez, nous, il nous faut du carburant pour envoyer nos ministres en Égypte à la COP27, hein. Vous pourriez penser un peu à la planète? Paul Larouturou de LCI a rappelé à Christophe Galtier et Kylian Mbappé que la SNCF avait renouvelé sa proposition de service adapté aux besoins du club pour ses déplacements et la réaction des intéressés a été pour le moins étonnante. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Mais t'as quel âge? 31 ans et demi. Et puis de toute façon, t'es pas ma mère, ok? Le biais d'aversion à la perte ou aversion à la dépossession. Dans notre cas, c'est quand on est habitué à posséder certaines choses, donc un certain train de vie, un certain niveau de confort ou de pouvoir, une croissance illimitée, etc., et qu'on estime que ce niveau est la normalité.
Autrement dit, tout changement ou décroissance serait vu comme une perte, et on ne le supporte pas. Donc, on continue comme si de rien n'était, quitte à précipiter ladite perte. Il y a autre chose qui devient de plus en plus évident, et c'est ça qu'on entend dans l'éclat de rire de Mbappé, c'est eh ben ils ont l'air de s'en foutre les riches. En témoigne cet article ahurissant dans le Guardian, un article qui nous apprend que les super riches se préparent à faire face à leur façon aux conséquences de leur destruction et de leur prédation sur le vivant. Voyant la fin du système capitaliste arriver, ils préparent leur bunker en toute discrétion et en sont à se demander, si tout le système s'effondre, comment s'assurer de la loyauté de leur petit personnel quand tout viendra à manquer. As one day, all of the animals look on in horror, as Squealer and Napoleon come walking in on 2 legs and wearing clothes. The sheep start bleating a new phrase, 4 legs good, 2 legs better. And the 7 rules have been replaced with the phrase, all animals are equal, but some animals are more equal than others. And the pigs now look exactly like the humans. You were right all along. Things have continued to go on as they always had, badly. La terre est rouge, les vents ardents. L'humanité vit un nouvel effondrement. Éradiquer, annihiler. Que le futur ne soit plus fait de grands tourments. Calcinez tous vos préjugés. Embrasez vos croyances datées. Voir vos drapeaux s'enflammer. Et par le feu purifier. Alors, on pourrait se dire, la fête est finie. Mais en réalité, il ne s'agit pas tant d'arrêter la fête, mais de la réinventer, pour qu'un maximum de personnes soient conviées, qu'on s'y amuse plus, et surtout qu'elles nous permettent de rester vivants à la fin. Changer le sens de la fête, donc, pour que ce ne soit plus 1% de la population qui s'éclate, au détriment de la santé, de la sécurité et de la vie des autres. J'adore Noël! Quoi? C'est vrai? Évidemment, c'est l'une des plus belles périodes de l'année. Oh, et ben pour une fois, je suis d'accord avec vous. Personnellement, ce que je préfère, c'est le chocolat chaud, les musiques, les pulls tricotés. Les SDF qui crèvent de froid dans la rue, le consumérisme décomplexé, les gens qui oublient leurs principes pour commander des cadeaux sur Amazon. The children's smiley faces, I love this time of year. Without any traces, all your problems disappear. The season's filled with magic, there's glitter everywhere. Hey, what's in the big sack? Don't ask about it. For one, you're breaking and entering into people's homes all night, and a lot of those homes are in the US. So how have you not been shot yet? That is a good point. That might be an actual Christmas miracle now that you mention it. Hello. Voice unrecognized. Please repeat. Intruder alert. Calling 911. Also, just constantly flying thousands of feet in the air all over the planet. Air defense systems are getting better and better around the world. Statistically, you will get shot down sooner or later. It's magic all around you. Here's some Christmas hats. It's Christmas time for all, and you're so easy to distract. What? The season is so joyous. Bring a sparkle to your eye. Hey, where are all the children? Don't ask about it. Les sapins bien décorés. Les gamins obligés de retourner voir leurs parents, même s'ils les ont négligés toute leur enfance. Les dîners de famille avec le tonton raciste. Le semblant de cohésion familiale que tu t'efforces de ne pas briser de peur de te faire ostraciser. Les films de Noël. La manipulation religieuse qui s'approprie une fête païenne en la faisant passer pour la naissance de leur messie afin de détruire les autres cultures. Ouais bah ça va, c'est bon, j'ai compris. Noël c'est de la merde. Oh là là. C'est la merde, mais au final... Le monde s'en carre les doigts. N'en a rien à secouer, ça ne touche même pas. Parce que c'est la merde. Parce que c'est la merde. Mais le monde nous survivra.
I know I'll be back again. Please wait till then. Our dreams will live though we are apart. Our love we'll always keep in our hearts. Till then, when all the world will be free, please wait for me. Although there are oceans we must cross and mountains we must climb, I know every game must have a loss.